Jean-Paul Sartre, c'est un des plus grands philosophes du XXe siècle. C'est un intellectuel total, car il est à la fois écrivain, philosophe, engagé politiquement. Il a écrit des romans, des pièces de théâtre, etc. Il est indépendant du pouvoir. De Gaulle a dit de lui que c'était le Voltaire du XVIIIe siècle. Et il aurait dit « on n'emprisonne pas Voltaire » en parlant de Sartre à propos de ses positions. Il a milité contre la guerre d'Algérie. À noter que Sartre refuse le prix Nobel de littérature, alors que Camus l'avait accepté. Sartre a dit à ce propos-là « Aucun homme ne mérite d'être consacré de son vivant ». Son œuvre philosophique majeure, bien sûr, c'est « L'être et le néant », écrit pendant la guerre, en 1943. Pour comprendre la philosophie de Jean-Paul Sartre et pas lire tout de suite « L'être et le néant », qui est très difficile à lire, il a fait une conférence, Jean-Paul Sartre, en 1945. L'existentialisme est un humanisme, c'est un petit bouquin qui explique très bien sa philosophie existentielle. Ces deux courants, l'essentialisme opposé à l'existentialisme. Il y a l'opposition entre Sartre appelle l'en-soi et ce qu'il appelle le pour-soi. C'est son jargon. L'en-soi et le pour-soi. L'en-soi, c'est en fait les choses, les animaux, c'est ce qui est déterminé et qui n'a pas de conscience. C'est par exemple une tasse à café, c'est un objet et c'est défini complètement ses fonctionnalités, à quoi il sert. Opposé au pour-soi, qui lui n'est pas déterminé dans ce qu'il va faire, dans à quoi il sert, et qui a une conscience. Bien évidemment, le pour-soi, c'est l'homme. Le pour-soi, l'homme, il a une conscience à la différence des animaux, et c'est ce qui lui permet, la conscience, de faire une réflexivité, un retour sur ses actions, et d'avoir une conscience morale. Pascal, je cite, à propos de la conscience, il dit « La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable, c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. » Il y a opposition à la position existentialiste et essentialiste. Alors d'abord, la position essentialiste, c'est que au départ, il y a une essence. C'est l'essence précède l'existence. L'existence, c'est le fait d'exister. L'essence, c'est quoi? L'essence, c'est ce qui va décrire la chose. Quelle est sa nature? Quelle est sa définition? À quoi ça sert? Et puis, du coup, c'est fixe, c'est immuable. Par exemple, l'essence d'un triangle, c'est d'avoir trois côtés. L'essence d'un sac, c'est de porter des choses. En mathématiques, la propriété d'un ensemble, c'est ce qu'on appelle l'intention. Et la liste de ces éléments, c'est l'extension. Donc l'intention, c'est l'essence. Et si on est dans cette théorie-là, qu'on dit qu'au départ, par exemple l'homme, au départ, son essence est définie, eh bien ça veut dire que ses actions sont déterminées. C'est la position de Platon, avec ses idées, et c'est aussi la position de la théologie chrétienne qui dit que l'homme a été inventé par Dieu, par un Dieu, et du coup, ce Dieu, il a une idée de ce que va faire l'homme. Maintenant, la position existentialiste, c'est l'inverse, c'est l'existence précède l'essence. En conséquence, ça veut dire que d'abord l'homme existe, mais il n'y a rien qui est défini de ce qu'il va faire plus tard. Donc il n'est pas originellement déterminé. Il n'a pas une nature quelconque. Il y a le mythe de Prométhée qui explique ça. C'était à un moment où il fallait créer les humains, et puis Méthée qui s'est proposé de créer les hommes. Il a d'abord créé les animaux, il a donné toutes les caractéristiques, toutes les fonctions qui existaient dans le potentiel, il les a toutes données aux animaux, et arrivant ensuite à la création des hommes, il ne restait plus rien à donner aux hommes. Parce que Épiméthée, il ne réfléchit pas, à la différence de Prométhée qui, lui, réfléchit à ce qu'il fait. C'est un mythe qui explique que l'homme, en fait, pourquoi est-ce qu'il arrive nu quand il naît et qu'il n'a pas d'instinct particulier? C'est parce que, en fait, quand la nature humaine a été créée, il n'y avait plus rien à disposition. Dans cette théorie, l'existence précède l'essence, ça veut dire qu'il n'y a pas de nature humaine.
à la différence des objets qui, eux, ont une essence, une nature. Il prend l'exemple du coupe-papier dans L'être et le néant, certainement parce qu'il a un coupe-papier qui est posé sur son bureau, et il dit le coupe-papier, sa fonction, c'est de couper du papier et rien d'autre, normalement. Donc, il n'y a pas de nature humaine, mais par contre, il y a une condition humaine. Il dit que nous sommes jetés dans le monde, on ne l'a pas demandé, nous sommes jetés et nous subissons la finitude humaine. Mes capacités sont limitées, non pas parce que ce que je peux faire, mais parce que je nais dans un contexte. Ensuite, la liberté constitue justement la condition humaine. La condition de l'homme, c'est qu'il est libre. Il prend une expression qui est assez paradoxale. Il dit que nous sommes condamnés à être libres. Alors Sartre, c'est le philosophe de la liberté. Une citation, « Nous n'avons jamais été aussi libres que lors de l'occupation allemande ». Ce qui veut dire, c'est que dans cette situation-là, on était obligé d'exercer notre liberté. On était obligé de faire un choix, obligé de choisir son camp. Et même si on ne choisissait pas, on choisissait encore, parce qu'on choisissait de ne pas choisir. La grande idée de l'existentialisme, c'est de lutter contre le sentiment d'impuissance, et même dans une situation écrasante comme la guerre, l'homme est libre. Parce que l'homme est libre de choisir ce qu'il va faire de la situation. Sartre dit qu'on a toujours le choix. Nous sommes une liberté qui choisit, mais nous ne choisissons pas d'être libres, de point, nous sommes condamnés à la liberté. Je cite encore, « Nous sommes seuls, sans excuse. » C'est ce que j'exprimerai en disant que l'homme est condamné à être libre, condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et cependant libre parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Donc c'est une philosophie de la responsabilité. Et pourquoi nous sommes libres? C'est parce que nous avons une conscience, à la différence des objets, des animaux, qui eux, apparemment, n'ont pas de conscience. L'homme, en fait, il va être le résultat de ses actes. Donc, si je trace l'axe du temps, au départ, il y a un homme qui naît, qui arrive sur Terre. Il va faire des actions, par exemple, il va se marier, il va choisir un travail, etc. Il fait des actions, et à un moment donné, malheureusement, il va mourir. Et ce que dit Sartre, c'est que jusqu'au dernier jour de sa vie, l'homme fait des choix. Et en fait, il sera le résultat de tous les choix qu'il a faits. Pendant sa vie, jusqu'à la mort, l'homme, c'est ce qu'il appelle le fameux « pour soi ». Mais à partir du moment où il est mort, cet homme est devenu un anchois, c'est devenu une chose. Il s'est figé. Il ne peut plus rien faire, évidemment, puisqu'il est mort. Sartre dit, je cite, « L'être humain est la somme de ses actes. » Une fois que cet homme est mort, eh bien, on a son essence, alors qu'on ne l'avait pas avant. Maintenant, on sait, une fois qu'il est mort, on sait ce qu'il a fait, on connaît les actes qu'il a posés, et du coup, on connaît son essence. Mais avant qu'il soit mort, en fait, on ne connaît pas son essence. D'où l'expression « l'existence précède l'essence ». Et c'est une fois qu'il est mort, l'homme, qu'on a son essence. Malraux dira « la mort change la vie en destin ». L'homme doit assumer sa responsabilité. Et du coup, ça lui donne de l'angoisse. L'angoisse devant les choix qu'il a à faire, justement. Il angoisse devant tous les choix possibles. Et par exemple, Dostoïevski dit « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis ». Un des avantages des religions, elles dictent nos choix. Donc, elles nous permettent de baisser cette angoisse qu'on a fondamentalement. Il y a une tendance de l'homme à fuir sa liberté. Il appelle ça la mauvaise foi. L'homme est dans la mauvaise foi, il est dans l'inauthenticité quand justement il ne veut pas faire des choix.
Alors dans l'être et le néant, de son grand livre, il prend l'exemple, il y a beaucoup d'exemples, il prend l'exemple d'un garçon de café. Alors Sartre était très souvent au Café de Flore, à Paris, à la terrasse. L'exemple du garçon de café, et il dit, à propos de lui, il joue à être un garçon de café. L'homme a tendance à s'enfermer dans un rôle, à se croire déterminé. Donc c'est ça qu'il appelle la mauvaise foi. Il y a ce qu'on appelle une réification. Alors ça vient de rei, ça vient de res, qui veut dire chose en latin. Quand on est dans la mauvaise foi et qu'on refuse les choix, on se transforme en chose. Ça s'appelle la réification. Donc on se transforme en soi. Autrui a tendance à m'enfermer, à me réduire à une chose. C'est sa fameuse phrase que dit Garcin dans Huis clos, « L'enfer, c'est les autres ». Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut fuir les gens. Ça veut dire que l'autre a tendance à m'enfermer dans un comportement. Par exemple, il va dire tu es égoïste, tu es menteur, etc. Autrui a tendance à nous réduire à une chose. Mais d'un autre côté, autrui est très important pour nous. Je cite Sartre, « Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui, et par l'apparition même d'autrui, je suis mis en mesure de porter un jugement sur moi-même, comme sur un objet. » Voilà, c'est-à-dire qu'autrui, dans certaines situations, il peut me forcer à sortir de la mauvaise foi. Pour terminer, il y a une morale, un comportement, propose Sartre, c'est justement de sortir de la mauvaise foi, et c'est une morale du dépassement. Il y a la question du sens de la vie. L'être humain est bien sûr le seul à se poser la question qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Car il n'est pas déterminé au départ, hein, comme je l'ai dit, comme une chose. Et c'est la conscience qui nous fait nous projeter dans l'avenir et la conscience qui nous demande justement ce sens de la vie. Alors l'homme, il se construit par rapport à son contexte, hein, à ce qu'il appelle la facticité, par rapport à son époque. Mais comment je vais me construire par rapport à ces conditions-là? Je nais à une époque, dans un environnement social, etc. Et Sartre va dire justement, je cite, « L'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi. » Pour Sartre, l'homme se dépasse en continu, il est transcendance et il est ce qu'il appelle un projet. Il se projette, l'homme se définit par ses actes constamment. Il crée ses valeurs, car les valeurs ne sont pas données a priori, puisqu'il n'y a pas d'essence d'homme, il n'y a pas de nature humaine. Pour finir, une citation, c'est la fameuse citation de Nietzsche, mais qui reprend un poète grec, Pindare, hein. C'est « Que dit ta conscience? Tu dois devenir ce que tu es. » C'est-à-dire que l'homme a à vouloir être lui-même, c'est une véritable tâche à accomplir, hein, l'épanouissement. C'est une invitation à sortir de la médiocrité que Heidegger appelle la quotidienneté. C'est une incitation à exercer, comme dit Nietzsche, sa volonté de puissance, c'est-à-dire à essayer de progresser, de développer sa puissance, à s'épanouir et à se transformer dans ce qu'il appelle l'homme supérieur. Il appelle ça le surhomme.